I'm in the fight business. And there's all kinds of fighting that goes on here every day. À l'UFC, on a tous entendu parler de Conor McGregor, John Jones ou Ronda Rousey, quelques-uns des noms les plus connus de l'organisation. C'est en partie grâce à eux que cette compagnie vaut des milliards de dollars. Mais si je vous disais que le grand artisan de ce succès n'est aucun de ces combattants, qu'il y a un cerveau derrière cette entreprise qui a plus d'argent et de pouvoir que n'importe qui dans ce business, est-ce que vous avez deviné de qui je parle? Stay out of our business, dip. Le seul et unique Dana White, bien sûr. Le boss de l'UFC est un des businessmen qui fait le plus parler aux États-Unis et dans le monde. On le voit aux shows, aux conférences de presse, dans les médias, et pourtant, sa vie est très peu connue, alors qu'elle est folle et teintée de polémiques. C'est un plaisir de vous retrouver sur Fight City Stories pour vous dévoiler le vrai Dana White. Est-ce que vous êtes prêts à être choqués en apprenant comment le patron de l'UFC s'est retrouvé dans le collimateur des Yakuza? Vous voulez en savoir plus sur le jour où il a organisé un combat clandestin dans un hôtel? Et est-ce que vous êtes curieux d'en apprendre davantage sur les raisons surréalistes de sa guerre contre la légende Tito Ortiz à une époque? Ou même comment il a failli se faire tuer par 10 hommes à la sortie d'un bar? I don't give a Préparez-vous à découvrir la face cachée de Dana White. Quand on pense à l'UFC, on pense tout de suite à Dana White. Il est le patron de la plus grande organisation de MMA au monde, mais pas seulement. Son charisme et sa personnalité ont marqué des millions de fans. Surtout que ce n'est pas son genre de faire dans le politiquement correct. I don't give a Go yourself. On parle d'un homme dont la fortune est estimée à 500 millions de dollars. Ce qui est d'autant plus admirable qu'il a démarré cette aventure alors que l'UFC était au bord de la faillite et qu'il fallait être fou ou vraiment très optimiste pour croire en son succès. Mais Dana White n'est pas qu'une incarnation du rêve américain. Comme bon nombre d'hommes qui ont autant d'argent et de pouvoir, il a aussi une face cachée. Et je préfère vous le dire tout de suite, le boss de l'UFC a une vie incroyable et vous risquez de ne plus le voir de la même manière après cette vidéo. Pour le présenter rapidement, il faut savoir qu'il est né dans l'état du Connecticut en Amérique en 1969. Son enfance n'était déjà pas facile, puisque son père était un homme qui buvait beaucoup d'alcool et qui était violent. Dès son plus jeune âge, il se familiarise avec les sports de combat, puisqu'au lycée, il devient fan de boxe. Cette discipline qui avait le vent en poupe toutes ces années-là, bien avant le MMA. C'est à noter qu'il aura un travail de videur pour une discothèque. On peut dire que la confrontation physique et le conflit n'ont pas de secret pour lui. Vous devez aussi savoir que son parcours est loin d'être ordinaire, puisqu'un beau jour, il a décidé de laisser tomber ses études pour aller à Las Vegas, qui est bien réputée pour être la ville du divertissement et la capitale des sports de combat. À la base, il a déménagé là-bas pour devenir entraîneur de boxe. Et à ce moment-là, devinez de qui il a fait la rencontre? Chuck Liddell et Tito Ortiz, ni plus ni moins. Il ne s'en doutait certainement pas, mais ces deux hommes deviendront par la suite deux des plus grandes stars de son organisation. Alors qu'au départ, il est seulement le manager d'Ortiz et Liddell, il apprend que l'UFC se porte très mal financièrement en 2001. Dana a alors une idée culottée. Il passe un coup de fil à son ami d'enfance Lorenzo Fertitta et lui demande ce qu'il pense de la possibilité de racheter cette entreprise moribonde. Avec son frère Frank, Lorenzo va alors s'approprier l'UFC pour la somme assez modique de 2 millions de dollars. Ce qui n'est pas grand chose vu ce que l'entreprise pèsera dans le futur. Et là, c'est la grande ascension de White. En tant que président de la compagnie, il en fait la pionnière du MMA dans le monde, un empire surpuissant. Sa réussite est si importante qu'en 2016, cette petite structure encore mourante 15 ans avant est revendue pour 4 milliards de dollars à WME IMG. Pour votre information, Oncle Dana, comme il est souvent surnommé, vit toujours à Las Vegas, avec sa femme et ses 3 enfants. Et il a dû craindre pour leur sécurité au moment des faits que je vais vous raconter maintenant. Si je vous dis que Dana White a déjà eu des problèmes avec les Yakuza, vous me prenez pour un fou. Et pourtant c'est bien réel. Les problèmes avec la mafia japonaise l'ont déjà contraint à éviter le pays du soleil levant pendant toute une période de sa vie. Tout d'abord, c'est à savoir qu'en 2007, l'UFC avait racheté Pride, une organisation de MMA japonaise qui représentait son principal concurrent. C'est là-bas que travaillaient au départ des combattants comme Mirko Cro Cop, Alistair Overeem et même celui que certains considèrent comme le meilleur de tous les temps, Fedor Emelianenko. Initialement, il y avait un accord entre les deux entreprises. Même avec cet achat, l'UFC et Pride resteraient deux entités distinctes, avec parfois des événements communs où les champions des deux organisations s'affronteraient. Je dois vous avouer que je suis particulièrement fan de ce concept.
Pouvez-vous seulement imaginer un show de nos jours où les plus grands noms de l'UFC, Bellator, PFL, One et Cage Warriors s'affronteraient pour la suprématie internationale? Hélas, les choses ne vont pas se dérouler de cette manière-là. À peine quelques mois après le rachat, les employés de Pride pourront finalement rentrer à la maison et Pride mettait officiellement la clé sous la porte. Mais pour quel motif? Selon Dana White et ses collègues, l'explication était très claire. Les Yakuza. Il s'agit ici du monde du crime organisé au Japon. Apparemment, cette mafia avait une influence dans toutes les grandes entreprises nationales ces années-là, y compris Pride, avant que l'UFC rachète la compagnie. Avec ce changement de propriétaire, la mainmise des Yakuza sur Pride était un peu remise en question. Alors, ils n'ont pas perdu de temps pour faire passer un message. Selon Dana White, il aurait été victime de menaces et de tentatives d'intimidation dès que l'UFC avait la main sur Pride. Il devait coopérer avec eux, sinon des bricoles allaient lui arriver. Mais Dana ne se laissait pas faire. Il ne voulait rien savoir et allait même au Japon plusieurs fois, avec une sacrée sécurité par contre. Il avait même déclaré dans les médias qu'ils devront le tuer pour garder l'UFC hors du Japon. Est-ce que vous vous rendez compte du caractère et du courage qu'il faut avoir pour dire une telle chose? White était prêt à mourir littéralement pour son organisation et son succès. En tout cas, après moult négociations, Dana et ses collaborateurs renonceront à cet objectif de conquérir l'Empire du Soleil Levant parce qu'ils ne réussiront pas à faire affaire avec les Yakuza. En fin de compte, il ne retournera là-bas que 5 ans plus tard pour un événement UFC. On peut imaginer que toutes ces années, il était persona non grata là-bas. En tant que promoteur, Dana White a notamment la tâche de décider avec ses collègues quel combat organiser, comment proposer des cartes de show excitantes pour rapporter un maximum d'argent à l'UFC. Mais saviez-vous qu'il mettait déjà en place des combats de manière beaucoup moins légale bien avant d'avoir ce métier? Effectivement, en 1995, à une époque où Dana était le manager de la future légende Chuck Liddell, il rentrait tranquillement à leur hôtel après une soirée. Mais là, une personne de la sécurité de l'établissement vient lui demander qui est ce type qui l'accompagne au look peu commun, avec ce célèbre Iroquois. Dana lui explique qu'il est un combattant de MMA, ce que l'agent prend à la rigolade. Il lui répond que le MMA n'est pas du vrai combat. Une mauvaise idée. Le futur boss de l'UFC lui dit qu'il lui donne 5000 $ si ce monsieur arrive à tenir plus de 2 minutes contre Chuck Liddell. La personne de la sécurité accepte ce défi et avec du personnel de l'hôtel, ils vont tous au sous-sol pour faire ce combat clandestin. En pleine nuit, les deux hommes s'affronteraient. Mais ça a rapidement été réglé. Chuck lui a directement fait un étranglement avant. L'agent a commencé à crier en étant dans cette position très délicate. Le combat a été arrêté et White et Liddell avaient eu le dernier mot. Ce n'est a priori pas la seule fois que Dana organisait des matchs clandestins. À une époque où il était encore à l'université et où il travaillait en parallèle comme garçon de chambre à un hôtel à Boston, il voyait souvent ses collègues se prendre la tête au sujet des pourboires. Il avait fini par en avoir marre et avait créé, tenez-vous bien, le Hotel Fight Club. On peut dire que le HFC était un peu un entraînement pour l'UFC pour Dana. L'idée était la suivante. Quand il y avait un conflit entre des employés, ils réunissaient tout le monde à un endroit de l'hôtel et les individus se battraient jusqu'à ce qu'ils se réconcilient. Par contre, ils avaient l'interdiction de se frapper au visage. C'est logique, puisque ce ne serait pas vraiment bien vu de voir des employés d'un hôtel prestigieux avec des bleus et des blessures à la tête. Et dire que quelques années plus tard, il sera passé des sous-sols d'un hôtel à des événements vus par des millions de personnes. Figurez-vous que Dana White n'est pas seulement le grand patron des sports de combat, il a aussi vécu la bagarre de l'intérieur. Entre ses jobs de videur et d'entraîneur de boxe, vous imaginez bien qu'il a vu un sacré paquet de droites et de crochets. Mais lui-même a aussi failli laisser sa vie un jour. À une époque où White n'est encore qu'un jeune homme. Il est tranquillement en train de profiter de sa soirée dans un bar de Boston avec sa sœur. Un monsieur avait eu la très mauvaise idée de donner une gifle à sa sœur sous ses yeux. Bien évidemment, Dana n'allait pas laisser passer cela et lui a mis une patate qu'il a directement mis KO. N'oublions pas qu'il était coach de boxe. Mais lorsqu'il quitte l'établissement, il s'est retrouvé nez à nez avec une bande de 10 zigotos qui l'ont tabassé pendant pas moins de 20 minutes. Est-ce que vous vous rendez compte de l'état dans lequel il a dû finir? Il aurait très bien pu y laisser sa vie. À un moment, White était même à genoux par terre pendant qu'un de ses types le frappait de toutes ses forces dans l'oreille, ce qui a failli le rendre sourd pour toujours. Heureusement, la police a fini par arriver sur les lieux.
Les semaines suivantes, cet incident laissera des séquelles. Son oreille sifflera en permanence et un docteur lui annoncera qu'il avait désormais une perte d'audition de ce côté-là. En apprenant ça, on comprend un peu mieux pourquoi on voit régulièrement Dana White demander aux journalistes de répéter leurs questions en conférence de presse. Cette histoire a même eu des répercussions encore plus graves pour lui. Ce problème à l'oreille lui a fait avoir la maladie de Meniere, à cause de laquelle il peut d'un coup avoir le tournis, ce qui peut l'obliger à s'agripper à un objet en se mettant dans le noir pendant des heures juste pour que ça passe. En 2013, il s'était même fait opérer pour être débarrassé de ce souci vraiment très handicapant. Il a carrément dû se faire enlever et recoudre l'oreille. Il passera plus d'une semaine à l'hôpital et devra même réapprendre à se déplacer. Quand on voit qu'à peine quelques années plus tard, il avait la meilleure condition physique de toute sa vie et était toujours en mouvement sur le qui-vive, c'est vraiment admirable. C'est le genre d'anecdotes qui ne sont pas forcément très connues sur Dana, et qui nous permettent de voir ses qualités de guerrier. The president Dana White is full of himself, you know. I think his business. A little bit of bad blood. Avant d'être le boss de l'UFC, Dana White avait été le manager du célèbre Tito Ortiz. On parle quand même d'un homme qui dominait les poids mi-lourds de son organisation jadis, dont il avait été le champion. Alors que Dana et Tito sont dans un avion privé, ils vont avoir une dispute majeure. Les deux hommes se battaient pour rigoler, rien de sérieux, jusqu'au moment où Ortiz a fait une clé de bras à White, ce qui l'étranglait. En mauvaise posture, Dana tapait pour que son collègue le lâche, mais il ne le faisait pas. Pour se sortir de cette position douloureuse, Dana s'est mis à le taper dans les côtes. À ce moment-là, leur affrontement est devenu bien plus sérieux. Ils ont eu une bagarre dans l'avion. Par la suite, il y aura une grosse tension entre les deux hommes. Dana déclarait que Tito était bête, pendant que ce dernier disait qu'il avait été un très mauvais manager. Quelques années plus tard, Chuck Liddell, l'autre poulain de Dana, massacrera Tito dans l'octogone, ce qui a dû faire plaisir au patron de l'UFC. Après le combat, dites-vous que Dana a même voulu garder les gants et le short de Chuck pour pouvoir les accrocher sur un mur de sa maison. Ça allait tellement loin que Tito Ortiz portera même un t-shirt sur lequel il y avait écrit « Dana est ma catin ». Leur haine était telle qu'il a même été question que les deux hommes s'affrontent dans un combat de boxe à une période. Mais le jour de leur pesée officielle, Tito fera faux bond à Dana et ne viendra pas. Tout était donc annulé. Ortiz justifiera cette absence par un désaccord financier. Quant à White, il a expliqué qu'il allait faire paraître Tito ridicule dans un combat de boxe en le dégommant, tout en disant que dans un match de MMA par contre, Ortiz le tuerait. Heureusement, ils ont malgré tout fini par enterrer la hache de guerre. Las Vegas n'est pas que la capitale des sports de combat, c'est aussi celle des casinos. C'est un autre univers que Dana White connaît très bien, peut-être même un peu trop. Accrochez-vous, Dana est accro au blackjack, un des jeux de cartes les plus populaires. Pour l'anecdote, figurez-vous qu'il est aussi réputé pour être un gros parieur, n'hésitant pas à miser des milliers de dollars sur des combats de boxe par exemple. Mais le blackjack, c'est encore une autre histoire. Selon ses dires, il aurait déjà perdu 1 million de dollars en une seule partie un jour, mais aussi gagné 7 millions en une nuit. Il a même demandé à ses proches de l'enterrer avec un trophée de blackjack qu'il avait remporté. On imagine la fierté que c'est pour lui, et aussi tout son amour du blackjack. En 2012, il avait gagné 1 million de dollars en une soirée à un casino. Et on le sait bien, dans ces endroits-là, c'est toujours la maison qui doit gagner. Alors, quand il y aura des nouveaux propriétaires à ce casino et qui feront les comptes, ils prendront la décision de bannir Dana White de leur établissement. Plus jamais il n'aura le droit de venir empocher des millions de dollars chez eux. Ça ne l'empêchera pas d'y gagner 2 millions de dollars 2 ans plus tard et d'être banni à nouveau. Un sacré farceur ce Dana. Ce casino qui s'appelait le Palm voulait malgré tout rester bons amis avec lui. Alors, ils lui ont fabriqué une ceinture de champion personnalisée. Dana White est donc le champion du Palms, un trophée qu'il garde fièrement dans son bureau. Pour votre information, Lorenzo Fertitta, l'ami de Dana et ancien propriétaire de l'UFC, a racheté ce casino en 2017. Pas sûr qu'il retourne les plumées de sitôt. I'm in the fight business, and there's all kinds of fighting that goes on here every day. Et c'est ainsi que se termine cette vidéo sur la face cachée de Dana White. Malgré certains aspects qui pourraient paraître controversés, rappelons qu'il est le grand artisan du succès monumental de l'UFC. Sans son travail, son talent pour construire des stars, proposer des affiches alléchantes, on peut imaginer qu'il y aurait bien moins de fans de MMA dans le monde aujourd'hui. Mais
aussi un homme qui assume ses opinions contre vents et marées, qui se donne corps et âme pour la réussite de son organisation et pour les valeurs dans lesquelles il croit. En vous étant familiarisé avec le parcours de Dana, j'ai un débat à vous proposer, auquel je vous invite à venir répondre en commentaire. Pensez-vous que l'UFC aurait connu le même destin sans lui? Venez donner votre avis, on en parlera ensemble avec plaisir. Et si vous avez envie de découvrir des scandales et des controverses autour de l'UFC et de ses plus grandes stars, cette playlist devrait beaucoup vous intéresser. J'espère que vous avez passé un bon moment et je vous invite à rester sur Fight City Stories pour en voir d'autres. A tout de suite.